Pour ceux qui disent que la blockchain va mourir, ça me fait vraiment rire. Ça me ferait vraiment rire quand certaines personnes sont encore en train de penser dans leur petite tête que la blockchain mourira un jour. Ceux qui pensent que la blockchain va mourir, ça me fait un peu rire que les gens sont en train de penser que la blockchain va mourir. Ils pensaient que la crypto-monnaie, ça vaudra rien un jour. En fait, avec toutes les avancées que je vois dans cet écosystème aujourd'hui, je suis plutôt confiant que la blockchain est effectivement là où il faut aller, surtout concernant la finance. Et la blockchain s'attaque à la finance, ça veut résoudre un problème de fond. Et si vous comprenez le problème de fond que la blockchain veut résoudre, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est là pour durer. Je suis sur le site de Visa, et Visa a fait un test très récemment sur la blockchain d'Ethereum, et le test est simplement hallucinant. Quand j'ai fait le post sur ma page Facebook où je disais bientôt on va payer 0 frais pour faire les transactions, c'était effectivement là où on est en train de se diriger aujourd'hui avec la blockchain. Parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi avec les cartes Visa, quand je fais par exemple une transaction je sais pas moi, je quitte le Cameroun, j'ai les francs CFA dans ma carte, mais j'arrive dans un autre pays, je peux faire les transactions en dollars, je peux faire les transactions en euros. Je vais dans un autre pays où on accepte une autre monnaie comme le yuan du côté de la Chine, avec la même carte, je peux faire les transactions en yuan. Comment est-ce que ça se passe derrière? Quel est le genre de système qui est mis sur pied derrière pour que ce genre de choses soit possible? Et quand vous lisez les rapports des géants qui sont autour de cette technologie, vous pouvez justement comprendre un certain nombre de choses dans la finance classique. Et c'est pour ça que j'aime parfois lire les rapports comme ça, les rapports comme celui-ci, dont je vais partager avec vous bien évidemment. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, et tu vas apprendre beaucoup même aujourd'hui. Si tu veux aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi, pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métaverses, et ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à $120 et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à $80 tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à $120. C'est en promotion maintenant et ça va partir très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Donc on va lire ce rapport de Visa qui a fait un test vraiment hallucinant sur le réseau Ethereum. Donc présentement c'est déployé déjà sur le réseau testnet et ça va arriver prochainement peut-être sur le mainnet, ou bien il y aura encore des avancées avec cette technologie là pour permettre d'arriver à quelque chose d'intéressant pour la carte Visa. Ça montre comment ce genre de cartes sont en train de vouloir s'adapter. Ils sont en train de vouloir trouver des solutions encore plus innovantes en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le peer-to-peer transaction. Quand on fait des transactions peer-to-peer, on peut se poser la question pourquoi on ne paye pas les frais quand on fait certaines transactions peer-to-peer. La réponse va se trouver dans cet article ici. Donc, déjà pour comprendre le contexte de cet article, il faudrait comprendre comment la blockchain fonctionne en elle-même. Quand on parle ici des abstractions account abstraction en ESC 443-37, il faudrait comprendre que sur la blockchain, on a deux types de comptes.
Et ces deux types de comptes sont des comptes personnels, donc les comptes utilisateurs, external own. Donc on doit utiliser la phrase mnémotique pour pouvoir manipuler ce compte. Sans la phrase mnémotique, on ne peut pas manipuler les transactions de ce compte. On ne peut pas manipuler ce compte. C'est pour ça que si quelqu'un paye cette phrase mnémotique, normalement, il ne peut plus rien faire avec ce portefeuille. Il y aura simplement l'argent là-dedans. Tout le monde va voir ce qu'il y a dedans. Mais on ne peut pas l'utiliser. Il y a maintenant le deuxième type de compte qui est un smart contract. Le smart contract, c'est sur la blockchain uniquement. Et la seule façon de pouvoir manipuler donc un smart contract, c'est d'exécuter les instructions qui sont dans le smart contract. Et un smart contract en lui-même ne peut pas déclencher une transaction. Une transaction doit être déclenchée toujours par un compte qui est détenu, qui est manipulé par une clé privée, donc une adresse qui est externe. Et donc, ça pose quelques petits problèmes, ça pose quelques petites restrictions. Ça veut dire que ce deuxième type de compte a plus de possibilités par rapport au premier type de compte. Le deuxième type de compte, qui est donc le compte des smart contracts, c'est beaucoup plus programmable. On peut définir certaines logiques avec, et on peut faire beaucoup plus de choses avec par rapport à un compte normal. Voilà pourquoi on va donc mettre sur pied ce protocole-ci, ERC4337, qui a été proposé en 2021 par Vitalis Buterin et bien d'autres personnes. L'idée c'était quoi? L'idée c'était de dire, on va mettre sur pied un certain type d'abstraction au niveau des comptes pour permettre à des smart contracts de pouvoir enclencher les transactions. Ça donne déjà deux choses totalement différentes par rapport à ce qu'on avait avant. Et on va donc lire ce rapport-ci où Visa a donc utilisé ce protocole pour mettre sur pied un autre type de paiement qui peut justement se passer des frais de transaction. Et c'est un peu les choses qu'on a déjà sur la blockchain de Cardano. Sur la blockchain de Cardano, les avancées qui sont en train de se faire de ce côté-là, c'est pour ça que je dis vraiment, il faut connaître comment la blockchain fonctionne. Si vous comprenez comment la blockchain fonctionne, vous serez non seulement passionné, mais vous serez aussi à mesure de comprendre ce qui se cache dans certains blockchains. Sur la blockchain de Cardano, il est possible aux créateurs des dApps de pouvoir bloquer les Cardano dans le protocole et permettre maintenant à d'autres utilisateurs de faire les frais, de payer les transactions avec n'importe quel autre asset. Je crée mon token, tu viens pour interagir avec mon smart contract, tu payes simplement tes frais de transaction avec mon token et non pas avec les Cardano. Donc, mais derrière, en revanche, ce qui est fait quand même derrière en arrière-plan, il y a justement le créateur du dApp qui va avoir un certain stock de ADA et c'est de ce stock-là que ça sera déduit pour payer les transactions. Mais l'utilisateur ne se soucie pas de ça. L'utilisateur, lui, il ne se soucie pas de comment c'est fait en arrière-plan. Ce qu'il veut, c'est simplement se poser la question de savoir pourquoi j'ai besoin de coins à chaque endroit où je vais. Je veux faire les transactions sur la blockchain Ethereum, j'aurai besoin d'avoir les Ethers. Je veux faire les transactions sur la blockchain de Cardano, j'ai besoin d'avoir les ADA. Je veux faire les transactions sur la blockchain de Binance, j'ai besoin d'avoir les BNB. Alors qu'on a les crypto-monnaies qui sont sur toutes ces blockchains dont je viens de citer, par exemple le USDT. Si j'ai le USDT, pourquoi je ne peux pas payer mes frais de transaction sur n'importe laquelle de ces blockchains, par exemple, avec mes USDT? Je veux bien pouvoir faire ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible? Justement, la réponse va se trouver dans le ERC 4337. Donc, ici, ils vont expliquer ce que j'ai dit tantôt au niveau de ces deux types d'adresses. Quand vous voyez EO, ça veut dire Externally Owned Address. Ici, pour définir les contrats beaucoup plus abstraits, c'est donc Abstraction Account. On a des Contract Account, donc qui sont des CA. Ok? Donc, voilà un peu comment les transactions fonctionnent de façon globale. Voilà comment voilà comment le nouveau protocole qu'on a défini va fonctionner. Il y aura donc un utilisateur qui va émettre une transaction. Dans la blockchain d'Ethereum, on a ce qu'on appelle le mempool. Le mempool, c'est la pool principale où les transactions vont aller et les validateurs vont piocher à l'intérieur pour pouvoir valider les transactions. Donc, je sais que je dois pas entrer peut-être dans les notions techniques avec vous, parce que c'est qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui ne comprendront pas, mais certaines personnes comprendront quand même. Mais en gros, j'ai déjà résumé ce qui est fait dans cet article-ci. On veut, à la longue, permettre aux créateurs de dApp de créer des applications beaucoup plus robustes et en masquant comme ça la logique des frais de transaction dans ce qu'on va appeler, par exemple, les abstraction accounts. Et ces abstraction accounts, ça va pouvoir avoir des actions qui pourraient être programmées dans un futur.
Et comme ce sera programmé dans un futur, la validation ne va plus nécessiter que vous soyez là sur la blockchain pour pouvoir payer les frais de transaction avant que ce soit exécuté. Donc du coup, vous pouvez déposer peut-être en fonction du protocole, vous pouvez déposer les USDT dans le smart contract. Et maintenant, quand la transaction va devoir s'exécuter, le smart contract va convertir ces USDT en Ethereum et payer les frais de transaction pour cette transaction au moment où ça va arriver. Et ça ouvre d'autres possibilités. Ça ouvre la possibilité de faire des transactions récursives, récurrentes. On dit par exemple, chaque mois, je paye mon abonnement à Netflix, par exemple. Et Netflix peut mettre sur pied un smart contract avec la possibilité de faire en sorte que les gens interagissent. Et les gens n'ont pas besoin de payer les Ethers ou bien les Cardano ou bien en fonction de la blockchain. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Donc ça fait une couche d'abstraction qui est très très élevée pour l'utilisateur. Et ça peut justement permettre d'embarquer la prochaine génération d'utilisateurs sur la blockchain parce qu'ils n'auront pas cette complexité des frais de transaction, des gaz qui sont trop élevés. Il faut parfois... Non, c'est trop complexe pour que ça embarque plusieurs personnes. Et voilà pourquoi plusieurs personnes pensent que ça, c'est une des choses qu'il faut pour que l'économie de façon mondiale se retrouve sur la blockchain. Parce que l'utilisateur final n'aime pas les choses qui sont complexes, il aime les choses qui sont simples. Et c'est pour ça que la finance classique est aussi simple. C'est des clics. Tu cliques ici, par-ci, par-là. On met les interfaces assez simples pour embarquer le maximum de personnes. Pour que même ta grand-maman, qui veut faire des transactions, que ce soit simple. Donc voilà le résumé de cet article. Je vais parler peut-être en détail. Pour ceux qui prennent la formation développeur, je vais effectivement aller bien en détail pour les permettre de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que Visa aujourd'hui est en train d'utiliser ça pour pouvoir mettre son système de paiement justement au-dessus de la blockchain. Donc ça, c'est un petit récapitulatif. Je veux faire une transaction de 100 USDT sur la blockchain. On peut estimer que les frais de transaction, c'est 1 USDT. Donc je vais envoyer 100 USDT sur la blockchain et je vais envoyer un Ethereum, un USDT dans ce qu'eux ils vont appeler un Paymaster. Un Paymaster, c'est un autre smart contract qu'ils ont déployé. Et ce smart contract-là, c'est lui qui va faire justement le calcul entre la correspondance de la crypto-monnaie que tu as payée et les frais de transaction qu'il faut pour exécuter ta transaction. Et alors, il va donc prendre ces 1 USDT, convertir cela en gaz, et ce gaz-là va maintenant aller exécuter la transaction dont on a besoin et payer les gaz pour que tes $100 arrivent là où ça doit aller chez le commerçant, par exemple. Ça, c'est un exemple tout simple de l'utilisation des abstract contracts et l'utilisation des frais de transaction qui peuvent être comme ça masqués par d'autres. Et tout simplement, ça est possible parce que on peut permettre de déclencher les transactions à l'intérieur de la blockchain. Si on ne peut pas déclencher les transactions directement à l'intérieur de la blockchain, alors il faudra toujours les Ethereum pour payer les frais de transaction parce que c'est l'utilisateur qui signe la transaction. Voilà pourquoi faire une certaine abstraction des comptes était très important pour pouvoir mettre ce genre d'économie sur pied. Et ça a été déployé en début de cette année, fin d'année passée. Et voilà, on peut déjà mettre des choses au-dessus. Pour le moment, on n'en parle pas encore beaucoup parce qu'effectivement, les protocoles qui sont actuellement existants ont encore l'ancienne méthode de fonctionner. Et ça va prendre du temps pour que ça arrive très bientôt en application. Mais avant que ça n'arrive, quand ça va arriver, vous allez voir tellement de bruit, tellement de tapage, mais vous êtes en avance parce que ce sont des choses dont les gens vont découvrir bien plus tard. Mais encore, effectivement, comme d'habitude sur la chaîne Elvis Conjo, vous avez une longueur d'avance. Dis-moi ce que tu penses de cette abstraction des comptes. Dis-moi ce que tu penses si c'est effectivement ce qu'il faut pour pouvoir embarquer la prochaine génération des utilisateurs sur la blockchain. Parce que là maintenant, tu n'auras plus besoin d'avoir plusieurs coins dans ton portefeuille pour aller d'une blockchain à une autre. Plus besoin. Avec une seule crypto-monnaie, tu pourras justement naviguer dans plusieurs écosystèmes et utiliser les dApps aussi facilement dans plusieurs autres écosystèmes avec la même crypto-monnaie que tu vas utiliser pour payer le gaz partout. Et je trouve que ça, c'est une innovation. Et Visa aujourd'hui a fait une démonstration encore très intéressante à ce niveau. C'était Elvis Conjo, like la vidéo, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne, à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.